Est-ce que vous voyez mon support? Oui, Ouais, c'est bon? Ok. Donc, bah, merci à celles qui ont réussi à se connecter pour notre cinquième rendez-vous des managers du commerce local de l'année, où j'ai choisi, ou plus exactement nous avons choisi, d'évoquer la question de la cession de transmission des commerces, parce que ça reste un sujet important pour vos territoires et puis ben, pour votre tissu économique. Donc, raison pour laquelle j'ai souhaité effectivement m'intéresser à ce sujet-là, qu'on avait déjà évoqué avec une intervention de Lionel, si je ne m'abuse, c'était en 2022. Donc voilà. Et l'objectif étant à la fois de vous faire un peu un rappel des fondamentaux juridiques et économiques liés à la cession-transmission des fonds de commerce, mais en tout premier lieu, de vous dresser aussi un peu un panorama global des sessions de transmission de fonds de commerce. Alors pas à l'échelle malheureusement du simple département de la Seine-et-Marne, mais à l'échelle nationale, au travers notamment d'une étude qui est livrée chaque année par le cabinet Altares, qui donne un peu un panorama des sessions de fonds de commerce qui ont été enregistrées au cours de l'année précédente. Et puis on évoquera également les dernières évolutions législatives et réglementaires en lien avec la loi de finances pour 2026, qui a un petit peu confirmé certains dispositifs qui ont été développés et mis en œuvre suite au Covid, notamment sur l'amortissement des fonds de commerce. Et je laisserai enfin la parole à Lionel qui évoquera l'ensemble des dispositifs d'accompagnement proposés à l'attention de vos différents territoires pour cette thématique de la cession-transmission au niveau de la CCI de Seine-et-Marne. Bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et bien sûr, que ce soit Lionel ou Agnès, elles me les notifieront parce que comme je diffuse mon support, je ne vous vois plus. Donc malheureusement, je ne serai pas en capacité de, euh, de pouvoir interagir comme je le fais habituellement lorsque je fais intervenir une tierce personne. Donc déjà, en tout premier lieu, donc je voulais évoquer avec vous effectivement le panorama général des sessions de fonds de commerce en 2025 au travers de l'étude du cabinet Altares. Peut-être que certains d'entre vous l'ont d'ores et déjà consulté. Donc, au niveau des chiffres clés qui ressortent de cette étude, bah, on a eu à peu près 30 000, un peu moins de 30 000 voilà, transactions de fonds de commerce comptabilisées enregistrées au cours de l'année dernière, ce qui constitue une légère baisse, puisqu'on est à une baisse de quasiment 6% par rapport à l'année précédente, donc à l'année 2024. Et surtout, pour la première fois depuis 2022, le volume de transactions comptabilisées passe sous le seuil des 30 000, ce qui est une nouveauté par rapport donc on va dire au schéma et à la dynamique de transmission qu'on avait pu constater sur les 2, 3 dernières années. Pour ce qui est du prix moyen des sessions de fonds de commerce, là encore, on a constaté un record, mais malgré tout une baisse par rapport à 2024, puisqu'on est sur un prix moyen de cession des fonds de commerce d'un peu moins de 242 000 euros, 241 781 euros. Et l'Île-de-France reste bah, le premier pôle économique du pays et conserve son leadership, malgré un recul de quasiment 5% des transactions comptabilisées par rapport à l'année précédente. Ce qui est intéressant également dans cette étude, c'est que bah, les petites villes, donc une grande partie des communes présentes à notre atelier du jour, restent, on va dire, les principaux secteurs dans lesquels on comptabilise des transactions de fonds de commerce, puisque un quart des transactions de fonds de commerce sont enregistrées dans les communes entre 5 000 et 20 000 habitants. Mais malgré tout, on constate aussi un léger recul par rapport à, là aussi, du fait que la dynamique soit dans une dynamique de recul des transactions par rapport à l'année précédente. Bah, les petites villes n'y échappent malgré tout pas. Au niveau des activités commerciales qui ont été concernées par une session de fonds de commerce au cours de l'année 2025, donc le top 3, enfin, le secteur des CHR demeure le secteur
le plus dynamique en termes de transactions, même si on constate là aussi un léger recul par rapport à l'année précédente. Vous voyez que la restauration traditionnelle, la restauration rapide et les débits de boissons de manière générale sont les principaux secteurs, premier marché en tout cas de transmission de fonds de commerce en France au cours de l'année 2025. Et surtout que à elle seule, à lui seul, pardon, le secteur du CHR représente le tiers de l'ensemble des échanges des fonds de commerce constatés sur l'ensemble du territoire national en 2025. Arrivent ensuite des activités artisanales que sont les boulangers, pâtisseries, et les coiffeurs et les garagistes. Et on trouve enfin donc officines, épiceries, buralistes et hôtels et hébergements similaires. Au niveau des secteurs d'activité où le prix moyen des sessions de fonds de commerce sont les plus élevés, petite nouveauté par rapport à 2024, c'est aujourd'hui des officines de pharmacie qui sont les fonds de commerce qui sont les plus valorisés, ou en tout cas dont le prix moyen de cession est le plus élevé sur le territoire national en 2025, malgré là aussi un léger recul. Ce qui est une nouveauté, puisque l'année précédente, pour petite histoire, et même les 2 années précédentes, parce que quand on avait fait l'atelier, j'avais déjà présenté à l'époque l'étude du cabinet Altares sur la cession des fonds de commerce, donc c'était en 2023. Les supermarchés sont passés deuxième, alors même qu'ils étaient premiers au cours des précédentes analyses réalisées par le cabinet d'études Altares sur la cession des fonds de commerce. Et vous voyez que on a quand même constaté une légère augmentation du prix de cession moyen dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie et des débits de boissons, ce qui est une grosse nouveauté par rapport à l'année précédente. Donc là, l'objectif, voilà, c'était de vous dresser un peu un portrait de ce qu'on constate à l'échelle nationale en matière de dynamique de la cession des fonds de commerce par secteur d'activité, et aussi de voir l'évolution des prix moyens de cession qui ont pu être constatés par ce cabinet Altares. Autre point intéressant, c'est bien sûr les profits des fonds de commerce qui ont pu être cédés au cours de l'année 2025. Donc on constate que une grande majorité des fonds de commerce cédés au cours de l'exercice 2025 sont des tout petites structures, donc des établissements comptant moins de 10 salariés, et que 80% des entreprises ayant fait l'objet d'une cession sont des entreprises ayant plus de 5 ans, donc des entreprises qui sont installées depuis un certain temps sur le territoire où elles sont installées. Donc plutôt des entreprises stables d'un point de vue économique. Et même que, on constate d'ailleurs que quasiment un peu moins de la moitié des fonds de commerce cédés étaient même des établissements de plus de 15 ans, ce qui sous-entend le fait que, effectivement, on est sur on va dire des commerces historiques installés qui font l'objet d'une cession de fonds de commerce au cours de l'année 2025, avec un âge moyen des cédants d'environ 52 ans et des cessionnaires, donc des repreneurs, d'environ 42 ans, ce qui est là aussi globalement stable par rapport aux études précédentes. Mais malgré tout, plus du quart des cédants ont, euh, ont plus de 60 ans, donc c'est dans le cadre de départ à la retraite, euh, que la plupart du temps, en tout cas à hauteur d'un peu plus d'un quart, ce sont des cessions de fonds de commerce qui sont envisagées dans le cadre d'un départ en retraite du commerçant en poste. Donc voilà. Et je voulais également, parce que ça c'est je trouve un indicateur assez intéressant par rapport à la dynamique euh, qu'on peut constater sur la création d'entreprise, c'est que le taux de survie à 3 ans des fonds de commerce qui font l'objet d'une reprise est de quasiment 92%, ce qui est plutôt intéressant si on le compare notamment au taux de survie des entreprises créées ex nihilo. Ça, je pense que Lionel, tu pourrais même peut-être en rajouter une couche, parce que toi, tu accompagnes les repreneurs. Et effectivement, par rapport à des porteurs de projets, le fait de reprendre une entreprise d'ores et déjà en activité depuis 3, 4, 5, voire plus, bah, ça donne quand même une gage de stabilité et de pérennisation plus simple que lorsqu'on crée ex nihilo son activité professionnelle. Mais je rebondis sur ton propos, effectivement, Julien. Alors bonjour à tous et toutes. Je suis très brièvement, donc, je suis conseiller en reprise et transmission à la CCI de Seine-et-Marne. Mon job, pour faire simple, puisqu'un jour ou un autre, ça peut vous intéresser que nous ayons un lien direct. Mon job, c'est d'accompagner. Alors, je me permets, Julien, peut-être Vas-y, de me vas-y, je t'en prie. présenter brièvement. Mon job, ça consiste à accompagner
des repreneurs dans le parcours de reprise une fois qu'ils ont identifié leur cible. Également, je suis conseil, et on va en parler plus en détail, auprès de dirigeants qui envisagent la transmission de leur affaire. Le cœur de mon métier étant, je dirais à la fois la valo, l'évaluation de l'affaire, euh, et attaché à cela tous les paramètres de négociation, et enfin, intéressant tout particulièrement le repreneur, euh, les modalités et la construction du plan de financement du projet de reprise du repreneur. Donc, je fais très, très simple. J'interviens également, on va certainement en parler également, sur le rapprochement entre j'allais dire, vos édiles, vos commerçants et leurs potentiels repreneurs. Voilà, très brièvement pour mon activité. Et je rebondis effectivement sur ta question, Julien. Euh, je fais partie intégrante comment dirais-je, d'une équipe dédiée à la fois à l'entrepreneuriat, donc la création d'entreprise, mais également à la reprise d'entreprise. Et sur ce registre-là, de comparer entre la création d'entreprise et la reprise d'entreprise, il n'y a pas photo, c'est vraiment la différence est nette. 50%, c'est le taux de survie des entreprises créées à 3 ans. Donc vous voyez que, enfin, j'allais dire, c'est quasiment le double. Et c'est effectivement du coup un gage en matière de reprise d'entreprise, c'est un gage de pérennité puisque bah, vous vous en doutez bien, l'affaire est bien installée. D'ailleurs, tu l'as précisé, Julien, que la plupart des transactions concernent des entreprises établies à minima, en tout cas pour plus de 50% d'entre elles depuis plus de 15 ans. Donc c'est vraiment effectivement des entreprises déjà installées. Et de fait, le repreneur bénéficie de cette clientèle, on en parlait également, donc de toute cette stabilité autour de l'activité, chose dont ne bénéficie pas le repreneur dans la création de sa structure où il lui faudra tout faire, se constituer ne serait-ce que s'imposer sur un marché et puis bien sûr se constituer sa clientèle. Donc c'est effectivement important et c'est un sujet qui concerne tous nos élus. Dont ils sont particulièrement sur lequel ils sont particulièrement préoccupés, c'est effectivement la pérennité de leur tissu, vous le savez au quotidien, et effectivement que un repreneur est certainement plus gage de structuration et de poursuite de l'activité qu'une création souvent sujette à pas mal d'aléas en fait. Voilà très brièvement effectivement l'illustration de ce taux qui est important et je pense il faut garder en tête en fait, hein. Merci Lionel. Euh, donc au-delà de cette présentation un peu synthétique du panorama voilà, des sessions de fonds de commerce qui ont pu être enregistrées à l'échelle nationale au cours de l'année 2025, je voulais aussi, dans le cadre de cet atelier sur la session de transmission, faire un petit rappel ou en tout cas vous permettre de comprendre les règles qui s'imposent en matière de cession de fonds de commerce, que ce soit les fondamentaux juridiques, mais également les fondamentaux économiques liés à la cession-transmission d'un fonds de commerce. Je pense que là, en tout premier lieu, l'élément important à rappeler, c'est de définir ce que constitue un fonds de commerce pour savoir ce qui va faire l'objet d'une cession-transmission dans le cadre d'un projet porté par un de vos commerçants. Donc, je rappelle qu'un fonds de commerce, donc c'est un bien meuble incorporel qui regroupe l'ensemble des éléments mobiliers corporels, incorporels et qui sont affectés donc à l'exploitation d'une activité commerciale. Donc, c'est pour rappel, d'un point de vue juridique, une universalité de fait, c'est-à-dire qu'un ensemble d'éléments qui, pris isolément, n'ont pas la même valeur que lorsqu'ils sont réunis. Donc en tout premier lieu, pour ce qui est des éléments corporels, on y intègre bien naturellement bah, l'ensemble du matériel, l'outillage professionnel, c'est-à-dire, bah, si je prends l'exemple d'un boulanger, bah, ça va être le four, les équipements, les machines de fabrication, etc. Ça va être l'ensemble du mobilier commercial, c'est-à-dire donc les comptoirs, la vitrine, les présentoirs, etc. Donc ça, c'est tous les éléments corporels. Et dans les éléments incorporels, on a un élément qui est essentiel parce que sans clientèle, il n'y a pas de fonds de commerce.
Et ça, notamment, vous avez énormément de jurisprudence en la matière et notamment une jurisprudence constante de la part de la Cour de cassation sur cette question-là. C'est la base de l'évaluation de la valeur d'un fonds de commerce, c'est la clientèle, c'est-à-dire la valorisation qui peut être faite du volume de clients enregistrés par l'établissement. En second temps, et c'est bien à distinguer, euh, vous avez le droit au bail, donc le contrat de bail signé par le droit d'occuper les locaux par le locataire occupant selon les termes du bail commercial en cours. Bah là, la valeur du droit au bail, elle dépend bien naturellement, comme vous pouvez vous en douter, du loyer en vigueur par rapport au loyer du marché et à la situation géographique. Mais il faut bien distinguer, parce que souvent, et moi je le vois dans le cadre de l'accompagnement que je peux être amené à réaliser auprès de certains commerçants de vos territoires, c'est que on a une confusion dans la tête du commerçant entre fonds de commerce et bail commercial. Le bail commercial, c'est le droit personnel du locataire vis-à-vis du bailleur. Ce n'est qu'un élément du fonds de commerce. Et la cession du fonds de commerce, elle peut inclure le droit au bail, mais elle peut l'exclure, mais c'est surtout à distinguer aussi avec ce qu'on appelle les murs commerciaux, donc la propriété des murs, le bailleur, qui sont, en cas de cession de fonds de commerce, pas du tout inclus dans l'acte de cession du fonds qui peut être réalisé. Il faut bien distinguer les murs commerciaux du fonds de commerce. Autre élément, bien naturellement, qui est inclus dans les éléments incorporels, bien, le nom commercial et l'enseigne. Donc celle-là, c'est l'identité commerciale de l'établissement en activité. Il peut y avoir également, bien naturellement, les licences et diverses autorisations administratives liées à l'exploitation de l'activité commerciale. Vous le savez, pour la plupart d'entre vous du moins. Moi, je suis formateur pour les créateurs et repreneurs de cafés, hôtels, restaurants au travers de la délivrance du permis d'exploitation qui leur permet de mettre une licence débit de boisson ou restaurant à leur nom. Donc, bien naturellement, lorsque j'ai des stagiaires en formation, je leur pose la question de savoir s'ils ont bien validé le fait que dans les éléments incorporels contenus dans leur acte de cession du fonds qu'ils vont reprendre, que le cédant leur cède bien la licence leur permettant l'exercice de l'activité concernée. Et puis, bien sûr aussi y avoir des brevets, des marques et du savoir-faire en lien avec l'exploitation de l'activité. Vous pouvez également y ajouter bien naturellement les collaborateurs qui sont les contrats de travail en tout cas, qui sont rattachés à l'effectif salarié qui peut être d'ores et déjà présent dans l'établissement. Et un élément important parce que on a évoqué lors de l'atelier précédent la question du droit de préemption lié à la mise en place d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat sur vos territoires. Il faut savoir que lors d'une procédure de préemption, quand une ville préempte, c'est bien l'ensemble de ces éléments qui sont préemptés, hein. C'est pas seulement les murs ou le bail. C'est-à-dire que ça implique le fait que vous allez reprendre le fonds de commerce et que vous devez laisser une capacité à gérer, que ce soit au travers de la signature d'un contrat de location-gérance, soit au travers de la rétrocession de l'outil commercial complet à la personne qui aura été identifiée suite au cahier des charges que vous aurez établi. Donc ça, c'est un élément très très important. Et puis concernant, mais ça, Lionel en parlera mieux que moi puisqu'il l'a dit, il fait dans le cadre de ses activités sur la thématique de la cession de transmission de l'évaluation de la valeur d'une entreprise ou d'un fonds. Là-dessus, d'un point de vue pratique, il y a plusieurs méthodes potentielles hein, qui sont aujourd'hui mobilisables par vos commerçants, bien naturellement en lien avec le chiffre d'affaires qui, pour un multiple en fait du chiffre d'affaires réalisé qui varie entre une valorisation de 30 à on va dire 70% du chiffre d'affaires annuel réalisé par l'établissement. On a bien sûr un multiple en travers plus en lien avec la comptabilité, en lien avec l'excellent revenu d'exploitation que peut être amené à générer euh, l'établissement. Et puis enfin, la comparaison, bien sûr, avec des sessions comparables qui auraient pu être enregistrées et observées sur le territoire en question par le cédant. Voilà. Je ne sais pas si Lionel, tu veux ajouter un petit élément là-dessus sur la question de l'évaluation de la valeur du fonds et sur la Alors, méthodologie qui est opérée. oui, alors c'est un sujet extrêmement sensible parce que, et on peut le comprendre parce qu'effectivement, il en retourne, et d'ailleurs on revient un petit peu aux propos précédents, il en va finalement du patrimoine professionnel de vos commerçants, surtout,
Et donc, c'est un sujet sensible parce que pour certains d'entre eux, leur retraite, notamment pour ceux qui partent en retraite, sont tributaires de ce pécule. Donc, c'est un sujet très sensible et d'autant plus aussi que pour la plupart de nos commerçants, on l'a également évoqué, euh, eh bien, ce sont des petites affaires et donc fortement tributaires de l'individu lui-même. Et c'est là où tout se complique, c'est que cette activité, souvent, elle est extrêmement liée à cette personne, à la façon dont elle a eu de développer son business, à la proximité qu'elle peut avoir avec ses clients. Donc tout ça se tient. Ceci dit, souvent c'est aussi donc c'est aussi un inconvénient dans le sens où eh bien il va falloir une certaine en tout cas que le repreneur acquiert une certaine autonomie par rapport à toute cette installation, à tout ce passé. Et c'est là où justement il est quelquefois difficile de poser des chiffres sur une approche qui est pour beaucoup assez affective. Affective d'une part, mais aussi contrainte à la nécessité d'un montant significatif. Donc pour faire clair, euh, le, autant il m'est, et c'est un peu paradoxal, autant il m'est assez facile d'évaluer des sociétés structurées de plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, autant là, comme on est vraiment dans un registre de personnes, d'individus, de vie, de parcours de vie, autant là c'est délicat. Euh, et je reviens un peu sur les méthodes qu'a évoquées Julien. Alors moi, j'ai tendance, même pour être très très transparent, à proscrire cette approche de la valeur qui se structure autour du chiffre d'affaires. Je l'ai évoqué tout à l'heure, un de mes jobs, c'est d'accompagner des repreneurs. Le repreneur, lui, il se soucie peu, en tout cas, ça n'est pas le cœur de sa préoccupation, de savoir que la valeur du fonds est estimée à tant ou tant de pourcents du chiffre d'affaires. Ce qu'il importe, lui, le repreneur, et c'est ce qui importera ses partenaires banquiers, c'est la capacité de ce commerce à se rembourser sur 7 ans, puisque on, on pourra le voir tout à l'heure, mais on l'aborde maintenant. euh, il faut surtout que le dirigeant ne perde pas de vue que le repreneur a cette contrainte incontournable qui est le financement par, par une banque de l'établissement qu'il va acquérir. Et ça, en considérant une valeur de fonds basée sur une proportion du chiffre d'affaires, bah ça, on a tendance à sous-estimer la préoccupation majeure du repreneur. Donc, effectivement, il existe des abacs. Les éditions fiscales Francis Lefebvre peuvent vous fournir des chiffres précis. Enfin, alors précis, non, d'ailleurs, c'est ça le problème. En tout cas, chaque activité dans ce document est répertoriée et est indiqué une valeur moyenne de fonds en fonction d'une fourchette de chiffre d'affaires. Donc ça, effectivement, c'est un outil qui a le mérite, on ne peut pas le contester d'exister, et peut-être même, du coup, je pense il est utile, mais il ne saurait être suffisant à lui-même. Et souvent, je vais faire un petit coup de griffe à nos amis experts comptables, souvent l'expert comptable aura tendance à se contenter de ce support euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que il a l'avantage d'être très flou et donc selon que vous êtes repreneur ou vendeur, euh, vous aurez tendance pour l'un à considérer la fourchette basse de chiffre d'affaires et pour l'autre à considérer la fourchette haute. Donc finalement, c'est un moyen pour le conseil de pas trop se mouiller et de dire, bah voilà, vous pouvez vous fier à cette valeur, à cette façon d'approcher la valeur du fonds de commerce. Effectivement, ça existe. Moi, je considérerais plus que ces éditions, ce document a pour mérite de poser le cadre d'une réflexion, mais ne saurait en aucun cas être un élément déterminant et définitif, voire exclusif, sur la valeur d'un fonds de commerce. Donc ça existe. Euh,
idéalement, Julien l'a évoqué, idéalement, il y a effectivement la méthode des comparables, c'est-à-dire qu'il s'agit de se référer à des éléments statistiques sur les transactions similaires qui ont été effectuées pour des activités de même catégorie. Ceci dit, la complication sur cette méthode des comparables, eh bien, c'est que justement, rien n'est trop comparable pour des commerces de proximité où chacun, je le disais d'ailleurs, euh, chacun a sa façon de procéder, chacun a sa spécificité. Vous le savez tous autant que moi que un fonds de commerce n'a pas la même valeur selon qu'il soit à 100 ou 200 mètres du centre-ville, et ainsi de suite. Donc, les paramètres en tout cas se fier aux comparables, c'est aussi un élément indicatif, mais ça ne saurait être, je dirais, l'élément déterminant pour la valeur du fonds de commerce. Et pour en finir enfin pour en finir, en tout cas en me référant aux trois méthodes qu'a instauré, qu'a évoqué Julien, il y a l'autre méthode effectivement qui consiste et c'est sans doute celle-là sur laquelle je serai un peu plus attentif, qui consiste à plutôt déceler, identifier une rentabilité dans le fonds de commerce qui va servir, d'ailleurs aux deux sens du terme, qui va servir le repreneur dans la construction de son projet. Et c'est sans doute là sur lequel, en tout cas, c'est cette approche de la rentabilité à partir de laquelle on peut certainement plus se baser pour, euh, pour fixer la valeur d'un fonds de commerce. Alors, pour faire simple, effectivement, on peut partir, et c'est souvent même chose, un élément intéressant dans la réflexion sur la valeur du fonds. On peut partir d'un excédent brut d'exploitation et de cet excédent brut d'exploitation le multiplier par un coefficient qui peut aller entre 3 et 5 pour avoir une valeur de fonds de commerce. Ceci dit, soyons également vigilants, c'est que l'excédent brut d'exploitation, là, il nécessite, pour être, euh, pour être utilisé, de retraitement. Il nécessite d'être retraité en fonction d'un certain nombre de choses, et notamment de prendre en considération, alors Julien, tu l'as évoqué, Mm. la valeur du loyer. Est-ce qu'elle est effectivement, euh, est-ce que le loyer est conforme aux pratiques locales? Ça, c'est un point. Donc, peut-être être vigilant sur les retraitements possibles. Et puis, le second retraitement, en tout cas le plus fréquent que l'on ait à faire, c'est de se poser la question sur la rémunération du dirigeant. Et là, c'est là aussi peuvent intervenir les difficultés, c'est que souvent nos dirigeants, en tout cas pour certains d'entre eux, ne se rémunèrent pas ou peu, et c'est là que le BE a nécessité d'être traité, puisque cet excédent brut d'exploitation doit intégrer, qu'on le veuille ou non, une rémunération, même, j'allais dire, même, alors peut-être pas symbolique, en tout cas même minime, pour que de toute façon, lui, le repreneur, se retrouve dans cette configuration où il ait de quoi vivre, d'une part, et d'autre part, j'y reviens, rembourser l'emprunt qu'il devra contracter pour le financement de son acquisition. Donc le sujet de la valeur, c'est à la fois une approche sensible, puisqu'on on va, on va parler là de bien patrimonial pour un dirigeant. Euh, et c'est sensible aussi parce que derrière, il s'ensuit toutes les conséquences qu'il peut y avoir pour le repreneur et le financement de son projet. Pour, euh, pour vous éclairer un peu plus précisément sur ma façon de procéder, je ne fais pas d'évaluation formelle. Je tiens à le préciser, je laisse les experts comptables rédiger des notes d'évaluation. Euh, Pourquoi je le fais pas? C'est délibéré, c'est un choix délibéré de notre établissement, euh, plutôt d'être dans la logique de la pédagogie. Et de la même façon que je vous ai
présenter les quelques éléments structurants une valeur d'un fonds de commerce, eh bien, de la même façon, je vais faire cette approche très pédagogique auprès de vos commerçants, euh, pour pour qu'ils s'imprègnent du fait que, d'abord, l'évaluation doit être bien faite, d'une part, doit être justifiable, d'autre part, et enfin, doit être cohérente avec le projet de reprise du repreneur. D'où volontairement notre position ici à la CCI de Seine-et-Marne, de se dire, on ne va pas nécessairement rentrer dans la note et dans l'évaluation écrite d'un fonds de commerce, mais plutôt dans une approche de compréhension et j'allais dire, ouais, peut-être même de personnalisation, et pour que le vendeur s'approprie les méthodes de valorisation, qui puisse derrière, c'est ça aussi qui est important, qui puisse derrière les expliquer, les justifier et les faire accepter par son interlocuteur repreneur. Voilà, voilà, du coup j'ai peut-être été un peu long, Pas de Julien, souci, t'inquiète. je m'en excuse, mais il est important effectivement sur ce registre-là d'être assez délicat tout en étant ferme, pour ne pas que le cédant s'imagine posséder en tout cas un bien dont la valeur serait complètement déconnectée d'une réalité économique. Euh, Je vais prendre le relais juste un instant parce que j'ai reçu un message d'un participant qui me dit de ne pas avoir reçu le lien de connexion. Donc je suis en train de réparer de lui transmettre le lien. Si ça, est-ce que vous veuillez m'excuser? Je prends 30 secondes pour le faire et on passera ensuite à la question effectivement des étapes clés à mettre en œuvre dans le cadre d'une procédure de cession de fonds de commerce. Je m'excuse. Je te laisse juste oui, 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 meubler alors en attendant Lionel. du coup, Excuse-moi. voilà, alors oui, du coup, maintenant, enfin, ça tombe bien aussi, puisque effectivement sur la valo, eh bien, il y a beaucoup à dire. Euh, donc, soyons vigilants. Euh, et surtout que nos commerçants n'oublient pas que le, la valeur doit permettre, et vraiment j'insiste, aux repreneurs de prévoir qu'ils se rémunèrent. Euh, alors effectivement, quelquefois il est évoqué le fait que bah, le repreneur pourra bénéficier de telle et telle aide, mais sachez que ça ne reste que une solution, j'allais dire, ne serait-ce que temporaire, parce que tous les ans, les dispositifs d'accompagnement des repreneurs, en tout cas des créateurs, à l'entrepreneuriat, tous les ans, bah, ces dispositifs prennent un petit coup de griffe et il faut considérer que le repreneur puisse, par l'affaire elle-même, se rémunérer sans ayant nécessairement recours au Pôle emploi pour, en tout cas à France Travail, à ces subsides de France Travail. Est-ce que tu as pu... Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci bon, voilà, Lionel. donc on va avoir un autre Donc, intervenant. après avoir évoqué effectivement et rappelé un élément important sur la définition de ce que constitue un fonds de ce que constitue un fonds de commerce et de comment ce dernier peut être évalué pour déterminer sa valeur dans le cadre d'un projet de cession par un cédant, je voulais rappeler avec vous un peu le process ou en tout cas les étapes clés dans la mise en œuvre d'une procédure de cession. Euh, En tout premier lieu, la première des étapes qui va être mise en œuvre, c'est bien sûr l'accord préalable qui va être établi entre le cédant et le cessionnaire, qui peut prendre la forme soit d'une promesse unilatérale de vente, donc c'est-à-dire c'est le vendeur qui s'engage et l'acheteur qui a une option, soit la forme d'un compromis bilatéral où là pour le coup les deux parties s'engagent. Généralement, et c'est même un conseil qu'on peut donner à la fois aux cédants mais aussi aux cessionnaires, c'est que le compromis il est très généralement assorti de conditions suspensives, que ce soit bien naturellement en tout premier lieu l'obtention d'un financement bancaire, mais également l'accord du bailleur quant à la cession du bail, qui est souvent requis dans le bail commercial dont le cédant est titulaire, et aussi le non-exercice, bien naturellement, de la seconde étape, qui est le droit de préemption
par la commune. Parce que effectivement, la deuxième étape quant à la mise en œuvre d'une procédure de cession, c'est le dépôt de la fameuse déclaration d'intention d'aliéner donc en mairie, qui, euh, qui est une obligation légale dès lors que le local commercial concerné par la cession est situé dans un périmètre de sauvegarde. Donc cette déclaration d'intention d'aliéner, elle doit être adressée donc, à la mairie avant toute signature définitive, avec un certain nombre d'éléments de contenu que nous avons déjà évoqués lors de l'atelier précédent du mois de mai. Bien sûr, l'identité du cédant, le prix, les conditions de cession, la nature du fonds. Et vous disposez, pour rappel, mais on l'a déjà évoqué, donc je le disais le mois dernier, d'un délai de 2 mois à compter de la réception pour prendre une décision, en sachant que tout silence de votre part, pendant une période qui va au-delà des 2 mois, vos renonciations quant à la mise en œuvre de votre droit de préemption. Donc, je vous rappelle que vous avez plusieurs possibilités, soit accepter le prix proposé, soit faire une contre-proposition. Et dans ce cas, le cédant a la possibilité de retirer son bien de la vente. Troisième étape, qui est l'étape un peu primordiale, qui est effectivement la signature de l'acte de cession. Donc, pour rappel, cet acte de cession, il peut être soit rédigé sous seing privé, c'est-à-dire avec l'appui d'un avocat, soit par acte notarié. Donc ça, c'est l'un ou l'autre, et devra mentionner bien naturellement un certain nombre, là aussi, de mentions obligatoires, le nom du précédent vendeur, la date et le prix d'acquisition, l'état des inscriptions et notamment ce qu'on appelle le nantissement, c'est-à-dire la garantie d'une dette bancaire en lien avec le fonds de commerce cédé, les éventuelles inscriptions de privilèges, que ce soit par les administrations sociales ou fiscales, le chiffre d'affaires et les résultats des 3 derniers exercices, l'élément lié au bail commercial qui est en vigueur et le prix stipulé par l'acquéreur. Autre étape primordiale et essentielle pour éviter toute remise en cause et surtout inopposabilité au tiers et nullité de la vente, c'est l'obligation de publicité quant à la réalisation de l'acte de cession. Donc, obligation de publier à la fois dans un journal d'annonce légale dans les 15 jours de la cession la réalisation de l'acte de cession et publication au BODAC par le greffier du tribunal de commerce dont dépend le commerçant en question. L'objectif de la publicité, très clairement, c'est de permettre éventuellement aux créanciers du cédant de faire opposition sur le prix de cession, parce ils ont pour cela 10 jours à compter de la publication pour faire opposition quant au prix de cession constaté dans le cadre de l'acte de cession publié. Et il faut savoir que, comme je le disais, le défaut de publicité, c'est un élément important, effectivement, et permet l'inopposabilité, enfin, engendre, pardon, l'inopposabilité au tiers et surtout, le cas échéant, peut engendrer une nullité de la cession qui a été réalisée. Et enfin, dernière étape, bien naturellement la plus importante, notamment pour le cédant, c'est la question que le prix de cession est séquestré, c'est-à-dire bloqué chez le notaire ou chez l'avocat, pendant une durée permettant de purger le risque fiscal. Donc, en règle générale, c'est 90 jours. Et si le cédant respecte les délais de déclaration fiscale et paie ses impôts rapidement, ça peut être amené à 30 jours. Et il faut savoir que durant ce délai, l'acquéreur, donc le cessionnaire, est solidairement responsable des dettes fiscales et sociales du cédant, c'est-à-dire toutes les dettes liées à la TVA, à l'impôt sur les sociétés, aux cotisations sociales, à hauteur du prix de cession. Donc ça, c'est un élément très très important. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur cette partie, Lionel, ou pas. Non, 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 c'est c'est bon? assez complet. Oui, oui, merci. Ok. Autre élément important, bien naturellement, pour vos cédants et pour vos commerçants, c'est la question de la fiscalité de la cession et du régime de la plus-value. De ce point de vue-là, la cession d'un fonds de commerce, très généralement, elle génère une plus-value professionnelle pour le cédant qui va être déterminée au travers d'une opération simple qui est une soustraction entre le prix de cession et la valeur nette comptable des éléments cédés.
Donc soit on a une plus-value à court terme qui concerne la fraction des actifs qui a déjà été amortie comptablement. Pour les entreprises qui sont à l'impôt sur le revenu, ça sous-entend qu'elles sont imposées dans la catégorie des bénéfices professionnels à taux marginal, plus les prélèvements sociaux jusqu'à 47%. Et pour les entreprises qui sont à l'impôt société, donc là, c'est imposé au taux normal de l'IS, donc 25%. Ça sous-entend que un matériel qui aurait été acquis 50 000 euros et amorti à hauteur de 40 000 euros, sa valeur nette comptable sera donc de 10 000 euros. Et s'il est cédé dans le fonds de commerce pour 30 000 euros, la plus-value à court terme sera du coup de 20 000 euros. Pour ce qui est des plus-values à long terme, donc là, c'est des éléments détenus depuis plus de 2 ans et qui n'ont pas été amortis, notamment bah, la clientèle, le droit au bail, par exemple. Donc là, pour les entreprises qui sont à l'IR, le taux forfaitaire, c'est 30%. Et pour ce qui est des entreprises qui sont à l'IS, donc là, le taux normal, c'est 25%, avec en IS, la distinction, euh, elle est entre le court terme et le long terme, elle est moins déterminante, vous l'avez bien compris, puisque le taux est unique et il est de 25%. Donc ça ne change pas grand-chose. Autre élément important, c'est que le cédant, il doit, une fois que la cession a été réalisée, déposer une déclaration de cessation d'activité dans les 60 jours qui suivent la cession, accompagnée de la déclaration de résultats qui inclut ces fameuses plus-values éventuelles en lien avec la cession du fonds de commerce. Autre point que je voulais voir avec vous, c'est qu'il existe aujourd'hui effectivement un certain nombre de dispositifs d'exonération dont peuvent se prévaloir vos commerçants, que ce soit contenu dans le Code général des impôts. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais notamment l'intérêt, puisqu'on a vu que quasiment un peu moins de la moitié, 40% euh, des fonds de commerce qui peuvent être cédés au cours d'une année civile concernent notamment souvent des départs en retraite. Et notamment la question du départ en retraite permet, le cas échéant, une exonération partielle de la plus-value avec un abattement de 500 000 euros accordé au cédant qui prend sa retraite dans le cadre de la cession de son fonds de commerce. Ce qui est important de savoir, c'est que ces différents dispositifs d'exonération, ils sont cumulables sur certaines conditions et que de ce point de vue-là, vous pouvez conseiller à vos commerçants à la fois bien sûr de consulter leur expert comptable pour bah, optimiser le régime fiscal qui leur sera applicable et puis le cas échéant de rencontrer un avocat fiscaliste avant toute session pour maximiser et leur laisser l'opportunité de bénéficier du dispositif le plus adapté à leur situation propre. Concernant les droits d'enregistrement, donc là, ce qui est important de voir, et j'en ai déjà parlé un petit peu, c'est la question de la solidarité fiscale de l'acquéreur, puisque ça, c'est une règle d'ordre public, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y déroger dans le cadre de l'acte de cession. Et donc, l'acquéreur est automatiquement et obligatoirement solidairement responsable avec le cédant du paiement des impôts et taxes dues par ce dernier au titre de l'exploitation du fonds. Et comme je le disais tout à l'heure, donc le délai normal, c'est 90 jours. Il ne peut être que de 30 jours si le cédant dépose ses déclarations dans les délais légaux et s'acquitte de ses impositions rapidement. Euh, pour se protéger au mieux, bah, le mieux, c'est effectivement que le prix de cession soit mis sous séquestre entre les mains donc d'un notaire ou d'un avocat. C'est la protection habituelle. Et du coup, le prix ne sera versé au cédant qu'après purge complète du risque fiscal. Donc c'est tout l'intérêt de cette procédure et de ce séquestre fait auprès d'un notaire ou d'un avocat. Je voulais évoquer quelques éléments tenant aux évolutions, aux évolutions législatives et réglementaires qui ont impacté plus ou moins de façon importante la question de la cession des fonds de commerce. En tout premier lieu, la toute première modification, en tout cas, et élément important qui a été prorogé dans le cadre de la loi de finances qui a été promulguée en février dernier, c'est la question de l'amortissement comptable d'un fonds de commerce. Parce que sur le plan fiscal,
L'amortissement comptable d'un fonds de commerce, normalement, n'est pas déductible du résultat imposable, sauf dans des cas vraiment très très particuliers. La raison, c'est que le fonds est présumé avoir une valeur durable non constructible. Donc, c'est la raison pour laquelle. Et là, ce qu'a prorogé la loi de finances pour 2026, c'est un dispositif qui avait été mis en place post-Covid pour encourager les reprises d'entreprises. C'est une dérogation temporaire qui avait été mise en place initialement jusqu'en 2022 et qui a été jusqu'en 2025 pardon, et qui a été prorogée par la loi de finances pour 2026 jusqu'en 2029 et qui permet je vais vous donner un exemple pour vous expliquer un petit peu ça de façon concrète. Dans le cadre de l'acquisition par exemple d'un fonds de commerce d'une boulangerie pour 300 000 euros qui serait amorti sur 10 ans, l'amortissement annuel donc il est de 30 000 euros. L'économie d'IS à 25% est de 7 500 euros par an, donc soit 75 000 euros sur la durée totale, ce qui va améliorer directement la trésorerie du repreneur pendant les premières années d'exploitation qui, comme vous le savez, là aussi, je pense que Lionel corroborera ce que je vais dire, pardon, sont souvent les plus difficiles pour le repreneur. C'est le temps de se mettre en route suite à la reprise d'un fonds de commerce. C'est toujours un petit peu le moment un peu fastidieux et compliqué quant à l'exploitation d'une activité commerciale. Donc là, euh, ça peut être un dispositif intéressant et qui rend la reprise encore plus attractive financièrement qu'elle ne pouvait l'être au préalable. Donc ça, c'est la raison pour laquelle je voulais vous en parler. Et autre point que je voulais voir avec vous, mais que vous avez peut-être entendu aussi si vous avez suivi un petit peu l'actualité, c'est le fameux, à un moment donné, il était question d'envisager une remise en cause, notamment du pacte Dutreil qui permet de bénéficier d'une exonération de 75% de la valeur d'une entreprise lors d'une transmission à titre gratuit, donc d'une donation, d'une succession. Donc c'était plutôt la question de la succession dans le cadre du cercle familial. Et c'est le dispositif de référence hein, pour les transmissions familiales d'entreprises commerciales et artisanales. Et là, l'engagement individuel de conservation a été allongé de 2 ans, donc il est passé de 4 à 6 ans. Par contre, euh, la loi de finances pour 2026 a exclu des biens somptuaires qui ne sont non affectés à l'activité. Donc, bien naturellement, si dans le cadre de la cession transmission à titre gratuit dans le cercle familial, le cédant souhaite y inclure des biens somptuaires comme des bateaux, des voitures de collection ou des objets précieux, eh bien désormais, ce n'est plus possible. Ces mesures elles visent essentiellement les grandes entreprises familiales, hein. Mais malgré tout, il faut quand même comprendre qu'elles s'appliquent à tous et donc que potentiellement même un petit commerçant est en possibilité de bénéficier de ce dispositif Pacte du Trade. Et enfin, dernier point que je voulais voir avec vous, c'était effectivement la question de l'apport cession, qui est un régime qui permet à un chef d'entreprise de faire l'apport de ses titres à une société holding qu'il contrôle, puis de céder ses titres via la holding en bénéficiant d'un report d'imposition de la plus-value qui n'est pas imposé immédiatement. Donc là aussi, c'est souvent utilisé là aussi lors de cessions de grosses PME commerciales dont le dirigeant souhaite réinvestir dans d'autres activités économiques plutôt que de subir l'imposition immédiatement. Mais là, il y a eu trois modifications majeures qui ont été engendrées par la loi de finances, donc avec l'augmentation de la part à réinvestir qui passe de 60 à 70% du produit de cession. Deuxième modification, c'est que le délai pour réinvestir passe de 2 ans à 3 ans. Et enfin, la conservation des titres reçus en contrepartie du réinvestissement passe de 12 mois à 5 ans. Là, l'objectif, c'est parce que c'est un régime qui a été assez fortement critiqué, qui permettait des montages fiscaux dans lesquels le réinvestissement était purement financier et sans réel engagement dans l'économie productive. Donc là, le législateur a voulu orienter les fonds vers un investissement économique un peu plus durable. Ok. Juste petit, Ouais, vas-y, je oui, t'en prie. si tu peux revenir Oui, je reviens sur la sur la slide d'avant. slide précédente. Oui, Donc là, c'est bon, les deux premiers points sont, j'allais dire, relativement modestes, mais la durée de conservation des titres, là, pour le coup, elle passe de 1 an à 5 ans. Donc, c'est vraiment l'idée étant de ne pas
j'allais dire faire une petite pirouette d'un an, mais là, c'est véritablement la nécessité de s'engager sur un projet de 5 ans, en fait. Là, c'est vraiment l'ambition politique est très, très nettement marquée. C'est pour éviter la simple optimisation fiscale, hein, très C'est clairement. ça. C'est vraiment l'objectif que les dirigeants s'engagent de façon pleine et entière dans un projet d'apport-cession en lien avec une entreprise. Voilà, hein, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est vraiment euh, voilà, de redynamiser un équipement productif. Voilà, donc c'est pas simplement de faire une pirouette fiscale au travers d'un apport-cession. Alors, je reviens sur mon document. Hop. Et dernier point que je voulais voir en lien avec la session transmission qui ont été euh, euh, inclus dans alors qui ne sont pas en lien direct, mais qui peuvent impacter la session transmission. La toute première, c'est la question de la neutralité fiscale de l'apport en société. Donc, la loi de finances pour 2026, elle a légalisé et sécurisé la position administrative permettant la neutralité fiscale lors de la conversion d'une entreprise individuelle en société qui sera soumise à l'IS. Donc là, la possibilité notamment d'un report ou d'un étalement de l'imposition sur les bénéfices et les plus-values lors de l'option à l'IS. Et là, l'intérêt pour les artisans et les commerçants, c'est de pouvoir transformer leur entreprise individuelle en SARL ou en SAS sans friction fiscale immédiate, ce qui va faciliter la préparation d'une transmission éventuellement future. Deuxième mesure qui peuvent impacter en lien avec la session de transmission, en lien indirect, c'est la possibilité pour les entreprises qui sont créées et reprises dans ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou les zones de redynamisation rurale de bénéficier jusqu'en 2030 en cas de reprise ou de création avant le 31 décembre 2030 dans tous les cas, d'une exonération totale d'impôt sur les bénéfices pendant 5 ans et d'une exonération partielle pendant les 5 années suivantes. Et là aussi, ça peut être un levier fort, sachant qu'on a ces deux types de zonage hein, sur notre, alors notamment pour les QPV, de façon moins importante que sur le département sur lequel je travaillais au préalable, qui est la Seine-Saint-Denis, mais malgré tout, on a des quartiers prioritaires de la politique de la ville en Seine-et-Marne, notamment sur certaines grosses agglomérations. Ce dispositif, il peut constituer un levier fort pour redynamiser le commerce dans ces fameux quartiers fragilisés, que ce soit les zones de redynamisation rurale ou les quartiers prioritaires. Et ça peut être un argument commercial majeur à valoriser éventuellement auprès de porteurs de projets qui auraient une intention de reprise ou de création d'une activité dans ces différents zonages. Autre point, bah, mais ça c'est plus global, c'est le relèvement du régime du micro BIC. Donc le seuil pour les prestations de services et BIC et BNC a été relevé à 83 600 euros. Là aussi, un repreneur il peut bénéficier du régime de la micro pendant ses premières années si son chiffre d'affaires, bien sûr, reste sous ce seuil des 83 600 euros. Enfin, et ça c'est un sujet important sur lequel la Chambre de commerce est fortement investie, puisque la deadline arrive très prochainement, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'ensemble des entreprises, ou en tout cas une grande majorité d'entreprises, doivent passer à la facturation électronique à compter du 1er septembre 2026, en tout cas en réception dans un premier temps à la échéance de septembre prochain et à émission à compter de septembre de l'année prochaine pour les toutes petites entreprises, en sachant que pour avoir eu un échange pas plus tard que la semaine dernière avec, l'administration fiscale, que les sanctions en cas de non-sélection d'une plateforme agréée de réception par une entreprise seront applicables assez ra- dès le 2 septembre, hein, pour être très transparent, même si j'ai posé la question de savoir quelles seraient les modalités de contrôle opérées par les impôts. Il y en aura. Et ce sera fortement sanctionné de la part des des administrations fiscales notamment. Donc voilà. Donc là, ces mesures-là, moi je voulais vous les présenter parce qu'elles m'apparaissaient comme étant complémentaires et elles pouvaient être lues comme un package d'incitation à la reprise d'entreprises commerciales complémentaire à ce que je vous ai présenté au préalable et ça forme un environnement fiscal globalement favorable en 2026 pour les repreneurs de fonds de commerce. Donc ça peut être un message qui peut être porté bien naturellement auprès à la fois de vos cédants, mais aussi de porteurs de projets qui auraient des velléités de reprise de fonds de commerce sur vos différents territoires.
J'en ai terminé quant à ma présentation. Donc, en tout cas, mon intervention sur cette question des fondamentaux juridiques et économiques de la cession de transmission des fonds de commerce et sur les actualités liées, ou en tout cas les mesures importantes liées à la loi de finances pour 2026 en lien avec la cession de transmission. Et je vais du coup laisser la parole à Lionel pour qu'il puisse vous présenter un peu dans quelle mesure la CCI Seine-et-Marne peut vous accompagner dans la réalisation d'opérations et la valorisation de la cession de transmission sur vos différents territoires. Très bien, ben, merci Julien. Alors du coup, je vais te laisser la main sur Ouais, le déroulement des slides. Euh, et puis alors, je ne sais pas si à ce stade de la présentation, les unes et les autres, les uns et les autres, vous avez des questions? Eh bien, Non, écoutez, voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas au gré de la présentation. Donc, Julien, si tu peux passer à la ouais, prochaine, à la suivante. hop, Alors, de façon très pragmatique, merci Christelle. Merci pour le petit. Donc, de façon très pragmatique, vous qui êtes en lien au quotidien avec les commerçants, ils disposent sous la main de différents sites spécialisés et en particulier, il y en a un sur lequel je voulais revenir, c'est le site Transentreprise. Donc vous aurez l'occasion les uns et les autres d'y jeter un œil. C'est un site qui est particulièrement bien fait, non seulement pour de l'information, mais qui présente l'agenda de de différents événements, à la fois physiques en présentiel et puis en distanciel, en webinaire par exemple. Le site Transentreprise est intéressant aussi par le fait que nous, CCI, et d'ailleurs, j'en profite également pour mentionner que les chambres de métiers utilisent également ce même support qui est désormais partagé par les CCI de France et les chambres de métiers de France pour également publier les annonces des commerçants qui souhaitent vendre. Donc ça, c'est un site que nous, CCI, en particulier en Seine-et-Marne, utilisons pour justement publier les annonces que peuvent être amenés à émettre vos commerçants. Donc ça, c'est un dispositif qui existe, qui permet, et ça c'est un point important, qui permet de faire paraître une annonce tout en étant, en tout cas, tout en ayant la possibilité d'être anonyme. Et pour un certain nombre de vos commerçants, cette notion d'anonymat et surtout de ne pas être identifiable, c'est un point important. Donc sachez que, pour être très pragmatique et très concret, sur ce site ne figurera pas ni le nom de l'enseigne, ni le nom du dirigeant, donc, et l'interlocuteur du repreneur qui aura un intérêt pour l'annonce ne sera pas le commerçant lui-même, en tout cas pas directement. L'interlocuteur le premier sera soit moi, soit mes homologues de la chambre de métier. Donc ça, c'est un point important qui est que, à l'inverse des sites, j'allais dire habituels, euh, sur le site Transentreprise ne n'est pas exposé le commerçant qui pourrait, et on le voit quelquefois, voir débouler du jour au lendemain dans son commerce un repreneur qui aurait j'allais dire, l'outrecuidance de dire, ah bah, écoutez, j'ai vu que vous êtes à vendre, parlons-en de vive voix. Et c'est vrai que c'est une démarche souvent assez délicate et pour le moins très discrète que souhaitent engager les vendeurs. Donc, ce site Transentreprise, c'est un site, j'y reviens, pour une publication d'annonces, pour des informations à caractère justement qui reprennent un peu tous les propos que nous a présentés de façon très pointue Julien. Et puis également bah, le site des chambres et de la chambre de commerce en particulier de Seine-et-Marne, sur lequel vous avez un certain nombre également de ressources. Voilà pour l'information, j'allais dire, disponible et que chacun pourra aller chercher à son gré. Pour ce qui est de la slide suivante, euh, j'ai tenu également à vous faire part
des dispositifs et événements que nous mettons en place pour informer de la même façon que avec les différentes informations que Julien nous en a fait part, nous sommes amenés à, à monter des événements, soit sous forme de webinaire, soit sous forme d'ateliers en présentiel. Et Christelle, si elle le souhaite, pourra évoquer cela en détail. Donc, Avec plaisir. nous sommes amenés à faire des événements locaux qui permettent de recevoir dans les territoires euh, tant des repreneurs que des cédants et avec des participants qui peuvent être experts comptables, notaires, avocats, banquiers, présenter tant le parcours de la reprise d'entreprise que le parcours de la transmission d'entreprise. Pour ce qui est de l'accompagnement individuel, alors je ne sais pas si c'est un signe, Julien, il m'a vite glissé cette slide, donc peut-être qu'on a été un peu trop long. En tout cas, pour ce qui est de l'accompagnement individuel, sachez effectivement que... Ah, c'est pas du tout ça, d'accord. Non, non, donc, en tout cas, voilà, c'était juste pour le point également pour vous dire que il y a un moment fort dans l'année qui est partagé tant par les chambres de commerce que par les chambres de métier, qui est la semaine, d'ailleurs qui est une semaine très prolongée puisque c'est souvent un mois, la semaine de la transmission qui a lieu au mois de novembre. Donc c'est souvent un moment privilégié pour les commerçants et les repreneurs pour s'informer des dispositifs, des partenaires, des projets de reprise et de transmission. Pour ce qui est de l'accompagnement, donc on peut y retourner, de l'accompagnement individualisé. euh, et là, j'insiste sur le fait que les entretiens, les échanges que nous, CCI, aurons avec vos commerçants sont strictement confidentiels. Et vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est un point qui est qui est souvent considéré comme crucial dans la confiance que peut ou pas accorder un commerçant à une structure dans l'accompagnement de son projet. Donc, accompagnement individuel vraiment dans le souci de la confidentialité. Alors, concrètement, cet accompagnement, euh, il pourra bénéficier à vos commerçants sous forme d'un diagnostic de transmission dès lors, donc c'est un accompagnement, en tout cas un accompagnement conseil gratuit, dès lors qu'ils ont au moins un salarié. Donc ça j'insiste là-dessus parce que euh, on l'a tout à l'heure dit, le profil des commerçants sont pour la plupart des commerçants indépendants et puis exploitants seuls. Malheureusement, le diagnostic de transmission ne concerne que des structures ayant un salarié, à minima. Je l'ai évoqué tout à l'heure, la publication d'annonces, également un... Alors, au-delà de la publication d'annonces, ce qui est intéressant et ce qu'intéresse nos commerçants, c'est que il y a, il y a une réflexion en amont sur comment je vais présenter la boutique, euh, qu'est-ce- en quoi dois-je me préparer. Alors, c'est c'est plus une préparation qu'un accompagnement. C'est-à-dire que vous l'imaginez, je suis malheureusement seul conseil en reprise transmission en Seine-et-Marne et mon job, c'est plus de donner des instructions plutôt que d'accompagner au quotidien un commerçant ou un artisan dans le processus assez long de la transmission de son entreprise. Donc, pour cet aspect de la publication de l'annonce, même chose, mon rôle, ça va être de faire réfléchir le cédant sur ce parcours et sur comment formaliser son annonce et peut-être même comment structurer la présentation au-delà de l'annonce, la présentation de son commerce. Et puis, on l'a évoqué également tout à l'heure, une grosse partie de notre travail, c'est également d'accompagner les repreneurs. Sachez également que les repreneurs, ils peuvent également disposer d'un parcours gratuit qui leur permet
pour le coup, là, on rentre vraiment dans le sujet qui leur permet d'être accompagnés dans la constitution de leur projet de reprise et notamment dans l'objectif qu'ils aboutissent au financement de leur projet. Et donc ça, je dirais, in fine, c'est vraiment notre objectif, nous, c'est que au-delà de l'approche d'un commerce, le repreneur soit suffisamment armé pour être en mesure de présenter de façon convaincante son projet auprès des établissements financeurs et j'inclus à ce titre euh, les plateformes de prêt d'honneur que connaît d'ailleurs également bien l'ensemble de nos interlocuteurs de ce matin et en particulier Christelle. Voilà pour ce qui est de l'accompagnement individuel, tant pour les repreneurs que pour les cédants que nous proposons à la CCI de Seine-et-Marne. Euh, pour ce qui est des dispositifs spécifiques, je vais peut-être du coup laisser la main, en tout cas le propos et le micro, peut-être tant à Agnès qu'à Julien. Je te remets pour peut-être évoquer ces dispositifs un peu particuliers que sont Entreprendre au A- cœur des territoires et puis le pacte rural. Agnès, tu veux parler du pacte? Oui, il n'y a pas de souci. Alors, en ce qui concerne le pacte rural, c'est une aide régionale de la région Île-de-France pour le maintien des commerces de proximité dans les communes de moins de 10 000 habitants. Donc, ce pacte rural peut aider les personnes qui souhaitent reprendre une entreprise puisque le financement de la reprise d'entreprise fait partie des coûts éligibles à cette subvention. Et je dois dire, c'est une subvention. Donc, pour une fois, ce n'est pas juste une exonération ou un prêt à taux zéro. Et moi, quand je parle sur mon territoire au niveau de Provins, on en a monté quelques-uns, et c'est vrai que ça permet d'avoir un financement et surtout des personnes qui peuvent reprendre dans des villes ou des villages où le commerce commence un petit peu à s'en aller. On n'a plus beaucoup de centre-ville, mais ça maintient le commerce et ça maintient l'activité et ça maintient aussi les emplois dans la localité. Voilà. Merci Agnès. Juste pour préciser que nous, on délivre l'accompagnement donc du porteur de projet quant au dépôt du dossier de demande de subvention auprès de la région de France. Mais nécessairement, il faut que le porteur de projet vienne nous voir suffisamment en amont quant à la réalisation de son projet de reprise pour que on puisse rentrer dans les clous imposés d'un point de vue temporalité et dépôt des pièces administratives imposées par la région, qui est parfois lourd. Je vous donne un exemple. La prochaine commission permanente de nos amis de la région quant à l'évaluation de l'éligibilité des dossiers déposés dans le cadre du dispositif Pacte rural est en septembre et il nous demande de déposer l'ensemble des pièces justificatives, que ce soit l'analyse réalisée par nos services, mais également l'acte de cession, le CABIS, les dépenses éligibles, notamment dans le cadre d'une cession, donc il faut l'acte de cession. Ou au moins la promesse, nécessairement, il nous demande de le déposer avant le 1er juillet. Donc 2 mois avant. Donc ce qui sous-entend aussi nous qu'en termes d'accompagnement du porteur, on soit en contact avec lui quasiment 2 à 3 mois avant l'effectivité du dépôt pour qu'on puisse collecter l'ensemble des pièces et réaliser l'analyse quant à la viabilité du projet porté. Donc voilà. Pour ce qui est d'entreprendre au cœur des territoires, Alors, j'ai... juste, je me permets, Julien, de compléter le propos. Oui, Euh, alors, effectivement, Christelle nous fait part de sa remarque en disant, attention, euh, pour ce pacte rural, sont concernées les communes de moins de 2000 habitants et non alors moins c'est de moins, 10 000. c'est pas moins de 2000, c'est moins de 3500, mais ça peut aller jusqu'à moins de 10 000 hein, aujourd'hui. On a eu des projets qui ont été déposés et avec des financements obtenus. La seule chose, c'est qu'il faut que la commune en question soit hors MGP, hors périmètre de la MGP, ce qui est le cas de la Seine-et-Marne, donc puisque c'est un NG, dispositif régional. NGP, tu Métropole peux du Grand dire? Paris, pardon. D'accord, pardon. Oh, Euh,
C'est pas le La PCI, hein, c'est vraiment à c'est la commune. c'est la On, commune, on c'est la apprécie à la commune. commune. Donc effectivement, pour ce qui est de la communauté d'agglomération Coulommiers-Pays de Brie, la ville de Coulommiers n'est pas éligible, mais d'autres communes rattachées à l'EPCI peuvent bien naturellement bénéficier, en tout cas sur des projets, bénéficier du dispositif. Il n'y a pas de difficulté euh, en la matière. En tout Alors, je voulais, cas, nous, on a déposé des dossiers. Moi, j'ai déposé un dossier qui a obtenu un financement pas plus tard que au mois de janvier, qui a été retenu pour l'ouverture d'un commerce d'alimentation générale sur la commune de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux. Donc, ça lui a permis d'obtenir. Alors, c'était pas pour le coup, c'était pas une reprise de fonds de commerce, mais c'était pour une création. Et ça lui a permis d'obtenir la bagatelle de pas loin de 22 000 euros. Donc, c'est pas neutre. alors justement, Euh, c'est un peu ce que je voulais, ce en quoi je voulais compléter. C'est pas neutre puisque, notamment sur le fond, ça peut aller jusqu'à 50%. Alors, bien Non, entendu, 30, le... Non, 30%. 30% dans la Ah, limite de 30%. pardon, 50 000. Dans la pardon, limite voilà. de 50 000, voilà. Donc, ce qui est, 50%, enfin, c'est plus quand c'est les communes qui font les demandes, puisque les communes peuvent aussi faire des demandes de pactes ruraux. Faut aller, voilà. alors, et donc c'est effectivement, et je rebondis sur le propos de Julien, ça n'est pas négligeable. À ceci près, et il faut être vigilant là-dessus, c'est que le plan de financement du repreneur euh, ne saurait intégrer le pacte rural. C'est-à-dire que c'est un financement qui est obtenu après, euh, après construction financière du projet. Donc, j'allais dire, j'aurais tendance à dire, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Votre repreneur élabore son projet et on a vu, compte tenu des délais que Julien nous a rappelés, que la contribution, si elle est décidée par la région, interviendra facilement 6 mois après. Donc, le, le plan de financement, l'élaboration du plan de financement doit se faire indépendamment de ce pacte rural. Donc, ça c'est Totalement, un point, ça, c'est un point totalement, important. totalement. Nous, quand on accompagne le porteur, on évalue la viabilité économique du projet porté, nécessairement, très souvent, que ce soit pour une reprise de fonds de commerce ou la création ex nihilo d'un commerce en milieu rural, le porteur de projet va solliciter des établissements bancaires quant à l'obtention d'un financement que l'on intègre dans le plan de financement. Et on n'intègre pas dans le plan de financement qu'on évalue l'éventuelle subvention auquel pourra prétendre le commerçant dans la mesure où il l'obtiendra, comme l'a dit Lionel, parce que peut-être aller, c'est du remboursement sur facture, donc nécessairement il va obtenir la somme peut-être 2, 3, 4, 5, 6 mois après euh, l'ouverture ou l'acquisition du fonds de commerce réalisé. Moi, je suis en train d'en déposer un, j'en ai déposé un pour la reprise d'un commerce, c'est le rachat d'un bar tabac et FDJ en milieu rural. C'est vrai qu'on n'a pas précisé un élément important, Agnès, je ne sais plus si tu l'as dit, mais euh, ce qui est important aussi de rappeler, c'est qu'il faut que ce soit une activité commerciale de quotidienneté. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour la région, et notamment par exemple pour le secteur des CHR, ça exclut totalement tout ce qui est activité de restauration rapide, ça ils n'en veulent pas. Ça c'est un élément important, et aussi pas de franchisé. Donc voilà, c'est juste pour préciser, c'est vraiment à destination du commerce indépendant, de quotidienneté, dans les communes de moins de 10 000 habitants, avec effectivement un focus fait sur les villages de moins de 3 500 habitants, dès lors que c'est un commerce qui va être ouvert euh, de façon quotidienne dans la commune et qui va offrir des services aux habitants de la commune, que ce soit, on peut avoir un libraire, on peut avoir un fleuriste, on peut avoir une boulangerie, on peut avoir un commerce d'alimentation générale, bien naturellement un CHR. On peut même avoir, le cas échéant, il me semble que j'ai avoir vu des coiffeurs. Donc voilà. Mais bon, en tout état de cause, gardez bien à l'esprit que c'est un dispositif intéressant, mais qui offre une temporalité contrainte forte, que ce soit pour nous en termes d'accompagnement, mais également pour le porteur. Parce que en termes de commission dans l'année, on doit en avoir à peu près entre 4, grand maximum 5 par an. Pour ce qui est d'entreprendre au cœur des territoires, c'est un dispositif qui était applicable encore l'année dernière, pour lequel euh, aujourd'hui on n'a pas forcément encore de nouvelles quant à la mise en œuvre
sur notre département. C'était un accompagnement qui était intéressant, qui permettait à un porteur de projet ayant un projet de création ou de reprise d'être accompagné sur des différents volets en lien avec son projet, que ce soit le volet digital, le volet environnemental, le volet stratégie, développement commercial, le volet connaissance du territoire, qui pour le moment, à ma connaissance, n'a pas encore été renouvelé pour 2026. En tout cas, on n'a pas encore conventionné avec la BPI. Donc pour celui-ci est en stand-by. Voilà. Mais en tout état de cause, dès lors que vous avez des porteurs de projets ou des commerçants qui ont un intérêt à envisager une cession de fonds de commerce ou la reprise d'un fonds de commerce, en l'occurrence pour les repreneurs, pour les cessionnaires, n'hésitez pas à leur transmettre nos coordonnées, que ce soit Agnès pour le périmètre autour de Provins, Christelle Huguet pour le sud Seine-et-Marne qui est basée à Avon, euh, et Caroline Lemaire et moi-même pour ce qui est du nord du département de la Seine-et-Marne, et bien sûr Lionel. Alors Julien, justement, j'ai participé à une réunion avec CCI France hier qui nous disait que selon toute vraisemblance, le dispositif Entreprendre au cœur des territoires devrait être à nouveau opérationnel à partir du début 2027. D'accord. Bon bah écoute, tu en sais plus que moi. Mais c'est bien. Ok. Euh, eh bien voilà, je crois, en tout cas pour ce qui est de ma contribution, je pense que merci à la contribution également d'Agnès, je crois avoir effectivement fait le tour. Est-ce que il y aurait des questions, des réactions, peut-être Madame Petit, en lien avec ce qui a d'ores et déjà été mis en place en termes de retour d'expérience par rapport à ce sujet de la cession transmission sur l'agglomération de Coulommiers? Oui, je veux bien. Ben, nous, l'événement a eu lieu le 6 novembre dernier, donc avec Lionel. Donc il y avait une prépa quand même, hein. Enfin, je dis ça, c'est pour les collectivités. Ça se prépare bien en amont, hein, quand même, hein, parce que vous êtes très sollicités, vous, collaborateurs de la Chambre, mais aussi il y a les acteurs aussi de la transmission qui sont conviés. Et donc, ce que je peux dire, c'est que premièrement, ça a rencontré un franc succès puisque au bas mot, hein, cédants, repreneurs, on avait quasiment 35 dirigeants. Un peu de tout, hein, des ressortissants des compagnies consulaires, hein, CMA, CCI. Euh, bon échange. Je ne sais pas si derrière ça s'est traduit par des accompagnements. Il y en avait quelques-uns en effet qui étaient tout seuls, donc zéro salarié. Donc ça, j'ai bien retenu, Lionel. Il faut quand même que l'entreprise, enfin, ou le commerce ait au moins un salarié pour bénéficier de cet accompagnement, ce qui est logique. Charge à la collectivité lorsqu'on organise ce type d'événement, c'est de mettre à disposition deux grandes salles, puisque les cédants sont dans une salle et les futurs repreneurs dans une autre. Et il y a chacun avec les intervenants donc qui débattent, tout leur est proposé, tout ce que vous avez présenté en fin de compte, hein, vraiment, hein. Et voilà. Non, moi j'ai bien aimé. Moi, c'est déjà la troisième opération qu'on fait sur mon territoire depuis 2019, je crois. Donc là, je vais pas solliciter, hein, pour 26, mais peut-être 27. Lionel, je te vois rire, mais non, mais parce que c'est très très bien et c'est un vrai sujet. On parle de la créa, mais la reprise, la transmission d'entreprise, là, il y a un sujet. Et reprendre de l'existant, maintenir cette activité, enfin pour moi, c'est à mettre tout en haut. C'est très bien la créa, hein, mais Bah, gardons notre tissu économique local par la reprise. comme je l'ai dit en préalable, on est à plus de gages de succès en cas de reprise qu'en cas de création, malheureusement, en termes de pérennité de l'activité commerciale. Exactement. Oui, oui, ça se Donc mesure très très bien, ça. après, bien naturellement, il faut que tout autant le cédant que le cessionnaire soit suffisamment bien accompagné pour que ça se passe au mieux, notamment parce que dans certains secteurs d'activité, notamment on a des repreneurs qui se lancent dans des domaines d'activité qui parfois ne maîtrisent pas totalement. Donc il y a Mm. la nécessité, les cas échéants, d'avoir un portage pendant quelques mois du cédant vis-à-vis du cessionnaire. Donc ça peut être quelque chose qui peut être conclu au moment du projet de cession du fonds de commerce. Ça, c'est une chose. Moi, je l'avais vu sur une session d'une fromagerie sur la commune de Tournan-en-Brie, où le cédant est resté aux côtés de la cessionnaire, en l'occurrence pendant 3 mois suite à la cession, pour l'accompagner dans la découverte du métier auquel elle se destinait de fromagère, en l'occurrence. Et puis là où je vous rejoins, c'est que on a malheureusement, moi
parmi mes activités, vous le savez, j'ai l'accompagnement des entreprises en difficulté. Oui. Et parmi parfois les recommandations ou les préconisations que je peux être amené à formuler à un commerçant ou au regard de la situation, il peut être intéressant ou important d'envisager, pourquoi pas, la cession du fonds de commerce plutôt que de la continuation de l'activité commerciale en tant que telle, parce que en l'état, l'activité ne fonctionne pas comme elle le devrait. Donc c'est un sujet à la fois sur la question effectivement de la cession de transmission, du fait du maintien de ces activités, mais aussi, comme on l'a dit, du fait de l'âge avancé de certains de nos commerçants qui doivent penser à la retraite et à l'arrêt de leur activité commerciale. Voilà. Mhm. Bah, ça passe par de la communication On est quotidienne, d'accord. en fin de compte, rappeler systématiquement les dispositifs, qu'est-ce qui existe, et puis parce qu'une transmission, elle ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Ça s'improvise pas. Ça demande, exactement, c'est de la préparation, et tout dépend de l'âge du cédant aussi. S'il est Mhm. proche de la retraite, bien en amont, mais là aussi, il doit y avoir aussi l'accompagnement de son expert comptable, etc. Enfin, pour voilà, lui mettre la petite graine en pensant à la transmission et pas se retrouver comme ça. Enfin. On est d'accord. Mais communication, communication, communication. Merci pour ce retour d'expérience. Est-ce Merci qu'il y à a vous. Non, non, d'autres, franchement, merci. est-ce Merci qu'il y a beaucoup. d'autres questions ou d'autres, éventuellement peut-être des collectivités qui seraient intéressées par la mise en œuvre d'opérations sur leur territoire respectif ou qui pourraient l'envisager peut-être pendant, je ne sais pas si ton agenda est déjà bouclé pour la prochaine semaine de la transmission, Lionel, mais voilà, peut-être qu'il y aurait Alors, oui. des collectivités qui Euh, pourraient être intéressées. Alors effectivement, je rebondis un peu sur le propos de Christelle et puis ton invitation, Julien. Notre idée en tout cas, c'est effectivement, on l'a évoqué, de nous appuyer sur les partenaires que peuvent être experts comptables, notaires, avocats, banquiers, organismes donc de prêt d'honneur. Et notre logique aussi, c'est autant qu'on puisse le faire, d'en faire profiter des collectivités de façon assez équilibrée, à la fois sur le territoire et puis puisqu'il est grand et vaste, vous le savez. Et donc l'idée là, effectivement, c'est que, alors j'ai bien noté l'invitation de Christelle, peut-être pas pour 2026, mais en tout cas, en tout cas, faire bénéficier sur l'ensemble des territoires de notre présence, effectivement. Donc, on l'a eu fait sur Mitry-Mory, sur Coulommiers, sur Montereau. Donc, on essaie de mailler le territoire, hein. Donc, euh, si l'un ou l'une d'entre vous pouvait envisager ce type ce type d'initiative, eh bien, ça s'étudie, sachant effectivement que derrière, il y a tout un processus de préparation qui est assez lourd, effectivement. Merci Lionel. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions? Si Alors, je tel n'est prends pas le juste la cas, parole. ah oui, oui Madame Jupil, je vous en prie, pardon. Alors, déjà, je vous remercie énormément. Moi, je rentre tout juste dans le jeu du commerce, etc. Je n'y connais pas grand-chose. Donc, on D'accord. m'a délégué au commerce et marché de ma commune. Donc, j'essaye au fur et à mesure de prendre les informations où elles arrivent. C'est tout Mais l'intérêt de ce type ouais, d'atelier et de rendez-vous organisé par la CCI, hein. et c'est pour ça. Et je prends tout, vraiment tout. Parce que quand je vous dis que je pars de zéro, c'est vraiment de zéro. Mais enfin, je m'investis énormément. J'avais déjà commencé à faire plusieurs réunions avec mes commerçants sur la commune parce que malheureusement, le commerce est un peu en déclin sur Saint-Germain-sur-Morin. On a plusieurs commerces qui sont fermés et c'est bien dommage parce que on a les murs qui sont là, quoi. Donc, je ne sais pas vers qui je pourrais me tourner pour pour avoir un espèce d'entretien un petit peu individuel pour voir ce qui peut être mis en place parce qu'il y a tellement de questions. J'ai des commerces qui sont en liquidation, j'ai des commerces qui sont mis à la location. Donc, je suis un petit peu perdue dans toutes ces structures juridiques-là et voir, je ne sais pas vers qui je peux me tourner pour pouvoir vraiment poser toutes mes questions sur tous ces commerces-là et savoir ce qui est possible de faire, quoi. On peut fixer un rendez-vous. Alors, il me semble que Saint-Germain-sur-Morin, c'est une commune qui est suivie. Alors, elle n'est malheureusement pas avec nous ce matin, mais par ma collègue Caroline Lemaire.
Donc, le cas échéant, je peux bien naturellement vous transmettre, enfin, vous prenez contact avec le service commerce et action territoriale de proximité et elle conviendra avec vous d'un entretien pour évoquer l'ensemble de ces sujets et dans quelle mesure la CCI Seine-et-Marne peut vous accompagner, vous et vos commerçants, pour à la fois redynamiser le territoire de Oui. Saint-Germain-sur-Morin et essayer de trouver des solutions pour faire face aux difficultés que peuvent rencontrer les uns et les autres. En sachant que sur le volet traitement et prévention des difficultés, là pour le coup, je suis malheureusement le seul conseiller en charge de cette thématique à la CCI de Seine-et-Marne pour tout le département de Seine-et-Marne. Et comme l'a dit Voilà. Lionel, le département de Seine-et-Marne Et est ben, grand, et ben. est Ouais, ouais. vaste. Et malheureusement, le contexte économique fait que on a quand même un volume d'entreprises rencontrant des difficultés qui augmente de façon un peu exponentielle, hein, ces 2 dernières années. On a eu quasiment 70 000 défaillances d'entreprises enregistrées, alors pas en Seine-et-Marne, je vous rassure, mais à l'échelle nationale au Mm. cours de l'année écoulée. Le trend en termes de perspective sur l'année 2027 n'est pas bon non plus. Parce qu'on a un certain nombre d'entreprises qui rencontrent d'importantes difficultés de trésorerie du fait d'un ralentissement globalisé de la consommation des ménages, et là je pense en particulier aux commerçants de proximité, et puis une augmentation globalisée de leurs charges, que ce soit des charges usuelles que sont l'électricité et autres dépenses quant à l'exploitation de leur activité commerciale, mais aussi parfois des loyers qui sont un peu déconnectés de la réalité économique euh, du territoire sur lequel ils sont installés et qui pèsent fortement sur la rentabilité de leur activité commerciale. Moi, je vous donnerai, comme l'a dit Lionel, l'ensemble de nos accompagnements sont totalement confidentiels et dans la grande majorité des cas gratuits. Mais juste pour vous donner une petite image, j'ai rencontré il y a quelques semaines une esthéticienne pour lequel j'ai fait un accompagnement et notamment un des principaux écueils que je vois dans l'exploitation des activités commerciales de proximité, et on a là-dessus déployé un programme d'accompagnement important sur cette question, c'est la question du pilotage et de la gestion et de la mise en place de tableaux de bord de suivi par le commerçant. C'est un enjeu essentiel parce que quand on va voir un commerçant, et je pense que c'est votre cas à vous aussi, et la plupart des managers commerce ou des élus commerce du département de Seine-et-Marne, c'est que quand on pose la question à un commerçant de savoir quel est l'état de situation de son entreprise, la seule donnée qu'il va vous donner, qui n'est pas un indicateur, c'est son chiffre d'affaires. Il va vous dire, voilà, je fais tant de chiffre d'affaires. Il va éventuellement vous dire, j'ai baissé de 20%, 30%, mais avec aucune base statistique ou économique en lien avec cette évaluation qu'il a faite de la baisse de son chiffre d'affaires très généralement. Donc, nous, notre objectif, c'est à la fois d'accompagner le commerçant sur l'optimisation du pilotage et de la gestion de son entreprise au quotidien, avec éventuellement l'élaboration de tableaux de bord simples avec des indicateurs très pragmatiques quant à l'exploitation, hein. Je vous donne un exemple. Donc, la fameuse esthéticienne, je lui ai calculé son seuil de rentabilité et je lui ai calculé en jours pour que ça soit encore plus parlant qu'en chiffre d'affaires. Et quand je lui ai dit que son seuil de rentabilité, il était de 458 jours, ça a fait tilt. Dans le sens où elle s'est dit, ah oui, d'accord, donc en fait, je suis pas du tout rentable sur un exercice comptable normal. Donc il y a un véritable problème, véritable question à se poser. Donc quant à éventuellement même le maintien de l'activité commerciale et sur le fait de ne pas arrêter l'activité avant qu'il ne soit trop tard, parce que, comme on l'a dit, souvent nos commerçants, que ce soit dans le cadre d'un projet de reprise ou d'un projet de création, ils vont solliciter un établissement financier quant à l'obtention d'un crédit bancaire pour lequel l'établissement en question va leur demander de se porter caution ou va demander un nantissement du fonds de commerce pour garantir la dette qu'ils vont avoir auprès de l'établissement bancaire quant au financement obtenu, qui fait que parfois on a des situations des commerçants qui se retrouvent dans des situations plus que compliquées au moment où l'entreprise doit malheureusement envisager un arrêt de son activité au travers d'une procédure collective. Donc voilà. Mais en tout état de cause, n'hésitez pas bien naturellement à prendre contact avec ma collègue Caroline Lemaire, qui est la référente sur le territoire de Saint-Germain-sur-Morin, pour convenir d'un rendez-vous et évoquer les possibilités d'accompagnement, que ce soit à l'intention de la collectivité ou de vos commerçants. Aucun problème.
Ok, super. Bon, j'ai marqué le nom, je vous remercie en tout cas. Vous voulez? Ah, bon, je peux même vous donner ses coordonnées, hein, le cas échéant, hein. Oh, bah, Ah, attendez, je vais vous donner son numéro de portable, je ne le connais pas par cœur, veuillez m'excuser. bon, il n'y a pas de problème. Déjà, les notes, des fois, c'est compliqué avec tous les codes qu'on a à retenir, etc. Donc c'est le 06 Oui, 76 26 76, 26. 72 89. Et son mail, c'est comme le mien, c'est-à-dire que c'est C comme Caroline, Oui. Lemaire, L-E-M-A-I-R-E, Mhm. @seine-et-marne.cci.fr. Ok, super. Bon, bah, je vais prendre Voilà. contact avec lui. En tout état de cause, merci pour votre présence à ces ateliers qu'on organise à maintes reprises dans l'année. Je tiens à vous annoncer que le prochain atelier aura lieu après les vacances d'été, après les congés d'été, et qu'il y a de fortes chances qu'il porte sur une thématique qui est aussi importante pour vos territoires et vos commerçants, qui est la question de l'accessibilité des commerces. Parce que là aussi, j'en avais fait un atelier, peut-être que certains d'entre vous y avaient participé en faisant intervenir euh, le service accessibilité et sécurité de la préfecture de Seine-et-Marne en 2023, donc il y a 3 ans. Et j'aurais souhaité refaire un point parce que là aussi j'ai constaté que en allant voir un certain nombre de commerçants, certains méconnaissent leurs obligations en la matière, me parlent encore d'agenda d'accessibilité programmé, alors même que ce dispositif s'est arrêté en fin 2018. Donc bon, donc c'est un sujet là aussi plein et entier. Et puis n'hésitez pas aussi à communiquer nos coordonnées à vos commerçants qui auraient des questions sur la question de la facturation électronique, parce que ça pour le coup c'est demain. Moi pour la petite info, je vais participer à un atelier sur cette question de la facturation électronique avec une intervention de la DGFIP ainsi que d'une structure proposant une solution à destination notamment des TPE et des micro-entrepreneurs qui est Time, qui est pour le coup une solution qui nous a été présentée lors d'un co-défi élargi au niveau de la préfecture et qui m'a apparu comme étant très didactique et très pragmatique et assez facile d'utilisation pour un commerçant indépendant. Donc voilà. Contrairement à des solutions, parce qu'il y a aussi la nébuleuse, hein, pour information, aujourd'hui vous avez 50 plateformes qui ont été labellisées par l'État. Donc aujourd'hui c'est un vrai méandre, hein, pour un commerçant sur le fait de choisir la plateforme agréée qui va lui permettre de recevoir les factures de la part des grands comptes et ETI avec lesquels il est en contrat. Donc, et c'est une obligation à compter du 1er septembre. Et comme je le dis, le 1er septembre, c'est demain. Voilà. Euh, Si je peux me permettre, alors je ne sais pas si c'est de coutume, Julien, Oui, euh, est-ce que tu vois un inconvénient à ce que post, post-webinaire, nous vous partagions un petit sondage, un petit questionnaire de satisfaction non, aucun problème. euh, pour ouvrir sur eh ben, des points que vous souhaiteriez peut-être aborder, compléter, et Mhm. puis ne serait-ce que pour recueillir votre niveau d'intérêt de cette réunion. Euh, donc, si je peux me permettre, cela sera suivi, très bien, merci Christelle. Notre webinaire sera suivi d'un petit sondage très, très bref. Et comme à l'accoutumée, je vais vous envoyer donc le support d'intervention sur lequel Lionel et moi-même avons basé notre intervention du jour. Et le replay, comme je l'ai dit au début de notre atelier, sera disponible à échéance sur le site de la CCI Seine-et-Marne, tout comme ceux des précédents ateliers 2026, ainsi que pour ce qui est en tout cas des supports des ateliers de l'année précédente. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Je vous remercie encore d'avoir participé à notre atelier du jour et puis l'ensemble de l'équipe commerce et action territoriale de proximité restera à votre disposition ainsi que l'ensemble de la CCI reste à votre disposition pour toute question complémentaire. Voilà. Et bon Merci courage à vous. et hydratez-vous. Merci à vous. Très bonne continuation. Bonne continuation à vous. Au revoir. Bonne Et journée, bonne au journée, au revoir. revoir. Au revoir.